Le village de Cambiri vibrait au rythme de la musique et des festivités. Les tambours battaient bruyamment, les femmes chantaient et les enfants dansaient, tandis que le soleil peignait le ciel de chaudes couleurs dorées. Mais tandis que tout le monde applaudissait et festoyait, une jeune fille restait immobile, aussi silencieuse que le vent avant la tempête. Zelma, âgée de 18 ans seulement, était la mariée ce jour-là. Sa peau brillait comme un lever de soleil, ses yeux étaient remplis de rêves indicibles, mais son cœur était lourd de peur. Dans la petite chambre nuptiale en briques crues, elle contemplait ses mains tachées de henné, se demandant comment sa vie en était arrivée là. Zelma avait toujours été une fille brillante, pleine d'espoir. Elle voulait enseigner, inspirer les jeunes filles comme elle, changer l'avenir de son village. Mais le destin en avait décidé autrement. Son père, Oyor, autrefois fier fermier, s'était lourdement endetté. La seule solution était d'offrir sa fille à Gathuri, un homme 2 fois plus âgé qu'elle, puissant et craint. Gathuri était riche, certes, mais il était connu pour son regard froid et son tempérament vif. Tout le monde à Cambiri le respectait, mais personne ne l'aimait. Le mariage fut arrangé rapidement, Zelma n'eut pas son mot à dire. Ses protestations furent accueillies par le silence. C'est pour la famille, lui ont-ils dit. Tu vivras dans une grande maison, tu porteras de beaux vêtements. Mais elle ne voulait pas d'une grande maison ni de papier d'emballage brillant. Elle voulait la liberté, elle voulait l'amour. Ce soir-là, les villageois se rassemblèrent sous la lumière déclinante. Zelma était vêtue de rouge et d'or, les couleurs de la fête, mais son visage ne trahissait aucune joie. Tandis que les femmes chantaient ses louanges, elle se sentait comme un agneau mené à l'abattoir. Ses pas étaient fermes, mais son âme tremblait. Lorsqu'elle arriva au domaine de Gathuri, l'ambiance était emplie de rires et de verres qui trinquaient. Gathuri se tenait droit, un large sourire aux lèvres, mais Zelma lut quelque chose de dangereux dans son regard, une fierté et une possession, et non de l'affection. Elle s'inclina comme le voulait la tradition, mais intérieurement, elle hurla. Les invités firent la fête jusqu'au bout de la nuit, buvant du vin de palme et racontant des anecdotes. Mais derrière les murs de la maison de Gathuri, une autre histoire allait se dérouler. Zelma était assise au bord du lit, les mains sur les genoux, attendant, le cœur battant la chamade. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais ce qui allait suivre la entrait à jamais. Cette nuit de noces ne marqua pas le début, mais la fin de son innocence. C'était la nuit où ses rêves furent volés, sa voix réduite au silence et son espoir presque anéanti. Mais ce que ni Gathuri ni personne au village ne savait, c'est qu'au plus profond de Zelma, un feu s'était allumé, et qu'un jour, il brûlerait suffisamment fort pour ébranler le monde qui tentait de la briser. La lune brillait au-dessus de Cambiri, tel un œil argenté et silencieux, observant tout sans rien faire. Dans la pièce, où les lanternes vacillaient faiblement dans le silence épais, Zelma était assise, raide, au bord de la natte, les mains tremblantes, la poitrine serrée par la peur. Gathuri entra lentement, ses pas lourds comme le tonnerre. Au début, il sourit, mais pas de ce sourire qui apporte de la chaleur. Il était vif, plein de maîtrise, comme s'il fixait quelque chose qui lui appartenait, et non quelqu'un qui l'avait épousé. Zelma se leva lentement, incertaine de ce qu'on attendait d'elle. Avant qu'elle puisse parler, le sourire de Gathuri s'évanouit. Il lui saisit le poignet avec force, ses doigts s'enfonçant dans sa peau comme des griffes. « Tu es ma femme, maintenant. »« Obéisse, grognait-elle. » Elle le regarda, les yeux écarquillés, le corps figé. Comme elle ne s'agenouillait pas assez vite, sa main lui frappa le visage. Elle haleta, d'un son doux et effrayé. Les larmes lui montèrent aux yeux. Sans réfléchir, elle murmura « S'il te plaît », silencieux et tremblant. Ce qui ne fit qu'empirer les choses. Il la frappa de nouveau, une fois parce qu'elle pleurait, une autre fois parce qu'elle refusait de se taire, une troisième fois parce qu'elle osait dire « non ». Personne ne vint à son secours, aucune voix ne s'éleva pour s'alarmer. La pièce ravala sa douleur. Dehors, les tambours du mariage s'étaient tus depuis longtemps, mais leurs échos continuaient de hanter son esprit. Zelma s'effondra au sol, le corps endolori, le cœur brisé. Du sang maculait sa lèvre et ses bras étaient couverts d'échymoses. Sa nuit de noces était censée marquer le début d'un nouveau chapitre, mais elle s'était transformée en cauchemar auquel elle ne pouvait échapper. Elle restait allongée là, silencieuse, les yeux fixés au plafond. Le clair de lune entrait par la fenêtre, froid et lointain. Même les étoiles semblaient cligner des yeux face à sa douleur. Mais au milieu de cette obscurité,
quelque chose vacillait au plus profond d'elle-même. Ce n'était pas de la haine, c'était de la détermination. La lèvre ensanglantée et le cœur brûlant, Zelma murmura pour elle-même, si bas que même les murs ne pouvaient l'entendre. Un jour, je m'élèverai. Un jour, tu t'agenouilleras devant moi. Elle ignorait quand, comment, mais elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Cette nuit-là, Gattori crut l'avoir brisée. Mais au lieu de cela, il avait réveillé quelque chose de puissant, d'inébranlable. Zelma n'était plus une simple fille, elle était une tempête prête à se lever. Les jours se transformaient en semaines, et les semaines en longs et pénibles mois. Zelma évoluait telle une ombre dans la maison de Gattori, silencieuse, obéissante, mais vide. Chaque matin, elle se réveillait avec la peur. Chaque nuit, elle s'endormait avec la douleur. Les coups de Gattori faisaient désormais partie de son quotidien. Si elle parlait trop fort, il la frappait. Si elle lui servait son repas trop froid, il la maudissait. Si elle le regardait de travers, il la tirait par les cheveux. Son corps portait des bleus, mais elle les cachait bien. Elle portait de longs pagnes et affichait des sourires forcés lors des visites des villageois, mais la vérité se cachait derrière son regard. Personne ne posait de questions. Personne n'osait. Gattori était trop puissant, trop respecté, trop craint. Les habitants de Kambiri bavardaient, mais n'offraient jamais leur aide. Dans un endroit où la tradition faisait loi et où les femmes étaient une propriété, la souffrance de Zelma était invisible. Mais au fond d'elle, quelque chose refusait de mourir. Elle se souvenait de son vœu de cette première nuit. Un jour, je m'élèverai. Et même si ses lèvres ne le prononcèrent plus jamais, ces mots vivaient en elle comme une flamme secrète. Un soir, alors qu'elle cueillait des herbes à l'orée de la forêt, Zelma croisa la vieille Naya, l'herboriste du village. Naya était une femme pleine de secrets. Son dos était courbé par l'âge, mais son regard était perçant, plein d'histoires dont personne ne se souvenait. Autrefois, Naya était une enseignante sage et respectée, jusqu'à ce que des bandits incendient son école, ne la laissant avec rien d'autre que des livres, des souvenirs et une force tranquille. Peut-être que Naya avait perçu quelque chose en Zelma. Peut-être avait-elle reconnu la douleur quand elle la voyait. Sans un mot, elle glissa un petit paquet de tissu dans la main de Zelma. À l'intérieur, cachés sous des feuilles sèches, se trouvaient des livres. Des livres qui parlaient de loi, de force, de femmes qui changeaient leur destin. Le cœur de Zelma s'emballa. Elle les cachait dans un coin de sa chambre, les lisant le soir, quand la maison était plongée dans le noir et que Gattori ronflait comme une bête. Au début, les mots étaient durs, ses yeux peinaient, son esprit était lent, mais elle continuait à lire. Chaque page était un souffle de vie, chaque phrase lui donnait de la force. Elle lut des choses sur la justice, sur les droits, sur la façon dont, même en silence, une femme pouvait se préparer à la guerre. Son corps la faisait encore souffrir, ses bleus étaient encore là, mais son esprit, lui, se renforçait. Zelma ne pleurait plus, non pas parce qu'elle ne ressentait plus la douleur, mais parce qu'elle avait appris à la transformer en énergie. Chaque insulte que Gattori lui lançait, elle la conservait. Chaque gifle, elle s'en souvenait. Et chaque jour, son silence n'était pas une faiblesse, mais une préparation. Elle traversait sa souffrance comme un soldat sous la pluie, mouillée et froide, mais sans jamais s'arrêter. Son âme s'aiguisait comme une lame, et personne à Kambiri ne savait ce qui allait arriver, car la fille qu'il pensait avoir brisée rassemblait tranquillement ses forces pour se libérer. C'était un après-midi poussiéreux à Kambiri, lorsque Zelma se rendit au marché acheter des ignames et du piment séché pour le dîner de Gattori. Elle garda les yeux baissés, c'est pas prudent, toujours à l'affût de quiconque pourrait chuchoter ou la fixer du regard. Mais alors qu'elle passait devant un petit étal vendant des cuillères en bois sculpté, un vieil homme assis sous un manguier attira son regard. Il n'était pas comme les autres, ses vêtements étaient simples mais soignés, et il était assis avec un calme qui lui semblait différent. Il l'observa avec intérêt, non pas avec un intérêt qui la jugeait ou la plaignait, mais avec un intérêt qui percevait quelque chose de plus profond. « Ma fille, dit-il d'une voix douce mais forte, je vois un tribunal dans ton regard. » Zelma se figea, personne ne lui avait jamais rien dit de tel. Elle leva lentement les yeux et répondit avec un sourire amer. « Je vois une cage. » Le vieil homme hocha la tête, puis apprit à la déverrouiller. C'était Makina, un juge retraité de la ville, revenu à Kambiri pour y vivre ses dernières années en paix. La plupart des villageois ignoraient son passé, ils le voyaient comme un simple ancien discret. Mais dans sa petite hutte à l'orée du village, il portait en lui toute une vie de sagesse.
Cet instant déclencha une connexion entre eux, une connexion fondée sur le silence, sur des histoires jamais racontées. Quelques jours plus tard, Makina envoya un message par l'intermédiaire du vionnier, demandant à Zelma de lui rendre visite après la tombée de la nuit. Ainsi, à la faveur de la nuit, tandis que Gattori ronflait dans son sommeil d'ivrogne, Zelma se faufilait hors de la maison, s'enveloppant d'un châle sombre, et marchait silencieusement jusqu'à la hutte de Makina. À l'intérieur, une seule lampe à huile brûlait, projetant des ombres sur les murs usés. Des livres étaient empilés, des parchemins serrés, et une odeur d'encre ancienne flottait dans l'air. Makina commença à lui enseigner la loi, non pas celle des coups et de la peur, mais la vraie loi, celle qui protégeait les sans-voix, celle qui donnait du pouvoir au savoir. Elle apprit les droits des femmes, les tribunaux, la justice. Elle mémorisa chaque article, chaque règle, chaque échappatoire susceptible d'être utilisé contre des hommes comme Gattori. Au début, c'était difficile. Ses mains tremblaient quand elle écrivait, sa voix tremblait quand elle lisait. Mais semaine après semaine, elle a progressé. Son regard devint plus perçant, ses paroles plus fortes. Makina ne lui enseigna pas seulement la loi, il lui enseigna la foi. Même dans un endroit comme Kambiri, une fille comme elle pouvait s'élever. Et à chaque leçon, Zelma sentait la cage qui entourait son esprit se briser, une barre à la fois. Elle ne rêvait plus seulement de liberté, elle apprenait à se battre pour elle, non pas avec les poings, ni avec la colère, mais avec la vérité, le savoir, la loi. Et c'était plus dangereux que n'importe quelle arme qu'elle pourrait jamais tenir. La nuit de la pleine lune arriva, baignant le village de Kambiri d'une lumière argentée. Les tambours résonnaient au loin tandis que les gens célébraient les fruits de la saison. Mais dans la propriété de Gattori, la joie était absente. Cette nuit-là, sa rage avait été plus intense que jamais. La lèvre de Zelma était fendue, son dos la lançait à cause des coups, et son cœur semblait sur le point de se briser. Mais quelque chose en elle avait changé. Ce n'était plus la peur, c'était le feu. Les mains tremblantes, elle prépara un petit sac en tissu, quelques morceaux de manioc séchés, ses pantoufles usées et les précieux livres que Makina lui avait donnés. Du sang séchait encore sur sa manche tandis qu'elle s'avançait dans la nuit, pieds nus, le souffle court. Peu lui importait que les épines lui coupent les pieds ou que des animaux sauvages rôdent sur le chemin. Elle courut, non pas loin, mais vers quelque chose, vers la liberté. Makina ouvrit la porte sans un mot lorsqu'elle arriva, meurtrie et tremblante. Il l'enveloppa dans une couverture, lui donna du porridge chaud et lui dit simplement « Tu es prête ». En quelques jours, avec l'aide de Makina, ils quittèrent Kambiri dans un vieux camion délabré qui toussait et gémissait sur la route poussiéreuse en direction de Tanduro, une ville lointaine aux grands immeubles, aux bruits incessants et aux habitants qui ne posaient pas de questions sur le passé. Là, Makina la présenta à de vieux amis, professeurs d'une modeste faculté de droit nichée derrière une rangée de manguiers. Inspirés par son courage et par l'appel de Makina, ils acceptèrent de l'aider. La vie à Tanduro n'était pas facile. Le jour, Zelma récurait les sols et lavait le linge de familles aisées qui ne la regardaient jamais dans les yeux. Elle portait de l'eau, préparait les repas et se couchait parfois le ventre vide, mais le soir, elle étudiait comme si sa vie en dépendait, car c'était le cas. Chaque page de loi, chaque affaire qu'elle lisait, était une arme entre ses mains, un outil pour réécrire son histoire. Elle étudiait en silence, des larmes coulant parfois sur ses notes, mais elle n'abandonnait jamais. Ses blessures guérissaient lentement, mais son esprit s'aiguisait comme un couteau. Chaque nuit, lorsque la ville se calmait, elle murmurait les mêmes mots qu'elle avait prononcés lors de sa nuit de noces. Un jour, je me lèverai. Un jour, tout Tiagenuilleras devant moi. Et ce jour approchait. La douleur avait été son maître. Maintenant, elle apprenait à devenir son propre sauveur. Le pouvoir n'était plus seulement un mot dans un livre. Il grandissait en elle chaque jour. Zelma n'était plus seulement une villageoise, une victime ou une mariée en fuite. Elle devenait une véritable tempête. Les années passaient comme les pages d'un livre, mais chaque jour était un pas en avant pour Zelma. À la Tanduro Law Academy, elle n'était pas une étudiante comme les autres. Elle était une tempête silencieuse. Elle était arrivée avec rien d'autre que la douleur dans son passé. Mais à chaque cours suivi, à chaque manuel dévoré, elle se transformait. Ses yeux, autrefois empreints de peur, brûlaient désormais d'une détermination sans faille. Ses mains, autrefois meurtries et tremblantes, tournaient désormais les pages des livres de droit comme un guerrier aiguisant sa lame.
Les professeurs murmuraient à propos de sa détermination. Elle posait les questions les plus difficiles, remettait en question les idées reçues et étudiait comme si l'avenir du monde en dépendait. Et à bien des égards, c'est ce qui s'est passé. Elle a obtenu une bourse qui a couvert ses frais de scolarité, puis un stage dans un prestigieux cabinet d'avocats, où son talent a été remarqué. On a commencé à le remarquer. La fille au feu silencieux. Celle qui parlait peu, mais dont le regard contenait des histoires à faire trembler les montagnes. Même si la plupart ignoraient tout de son passé, elle le portait en elle comme une armure. Elle utilisait sa douleur comme un pouvoir. Tandis que d'autres débattaient de cas à distance, Zelma parlait comme quelqu'un qui avait vécu les mêmes choses qu'eux. Elle défendait les femmes réduites au silence. Pour les filles mariées de force. Pour toutes celles dont les cris avaient été ignorés. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme, major de sa promotion, le Conseil national de justice l'a remarqué. C'était inouï pour quelqu'un d'aussi jeune et d'un milieu aussi modeste de progresser aussi vite. Mais Zelma n'était pas n'importe qui. Elle réussit l'examen du barreau avec brio, géra les dossiers difficiles avec grâce et gagna rapidement le surnom de la voix des sans-voix. Mais son plus grand honneur fut d'être nommée plus jeune juge de la ville de Tenduro. La salle d'audience, où elle s'imaginait autrefois, se cachant dans ses rêves des coups de gâterie, était désormais son royaume. Elle était assise dans une robe noire, le regard calme, la voix forte, captivant l'attention de chaque avocat, de chaque criminel, de chaque citoyen qui entrait. Elle n'était plus la jeune fille qui demandait la permission de parler. Elle n'était plus la mariée vendue pour une dette. C'était elle qui prenait la décision finale. Elle avait le pouvoir de rendre justice. Des gens venaient de villages lointains justes pour l'apercevoir. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Zelma de Cambiri, désormais juge. On l'appelait la fleur de fer, douce au cœur, mais d'une volonté inébranlable. Et bien qu'elle ait changé, une chose est restée la même. Le vœu qu'elle avait fait lors de sa nuit de noces. Elle s'était relevée, et le monde allait bientôt voir ce qui arrive lorsqu'une jeune fille brisée apprend à se tenir debout. Le voyage n'était pas terminé, mais Zelma avait déjà gagné la guerre la plus importante. Dans les rues poussiéreuses de Cambiri, les murmures se transformèrent en voix fortes. Gattori, autrefois craint et respecté, n'était plus que l'ombre de lui-même. Son entreprise, autrefois florissante, s'était effondrée. Les hommes qui s'inclinaient devant lui ne venaient plus. Son domaine, qui résonnait autrefois de fierté et de puissance, était désormais plongé dans le silence. Les murs étaient fissurés, le toit fuyait, les chèvres allaient et venaient comme si personne n'y habitait. Tout a commencé par un scandale. Une femme nommée Soa, autrefois sa femme de ménage, s'est manifestée d'une voix tremblante, l'accusant d'années d'abus. Puis un autre. Puis un autre. Les anciens du village tentèrent de faire taire les femmes, mais le bruit avait déjà atteint Tenduro. Une équipe d'enquêteurs arriva. Ils découvrirent des preuves de trafics illégaux, de violence et d'années de crises étouffées. Le nom de Gattori était désormais un poison. Les villageois qui le craignaient autrefois traversaient désormais la route à son passage. Les enfants jetaient des pierres à son portail. Sa nouvelle femme, qu'il avait épousée après la fugue de Zelma, fit ses bagages une nuit et disparut sans un mot. Même ses propres frères refusèrent de prononcer son nom. Il se mit à boire beaucoup, essayant de noyer les fantômes qu'il avait créés. Puis vint la nuit qui marqua la fin. La lune était haute, et le village dormait tandis que les sirènes de police perturbaient le silence. Des policiers en uniforme sombre arrivèrent au camp de Gattori. Il en sortit en titubant, pieds nus et ivre, hurlant à plein poumon. « Imbécile !» hurla-t-il en brandissant un tesson de bouteille. « J'ai créé ce village. Vous pensez pouvoir m'arrêter ?» Mais les policiers n'ont pas bronché. Ils avaient un mandat d'arrêt, et ses crimes ne pouvaient plus être cachés. Ils l'ont attrapé, lui ont tordu les bras dans le dos et tandis qu'il le poussait vers le camion de police, il a vu les villageois debout à distance, les observant. Personne ne l'a aidé. Personne n'a eu pitié de lui. Alors qu'il le poussait dans le camion, il éclata de rire. Un rire amer, brisé. « Tu crois pouvoir me juger ?» rugit-il dans la nuit. « Je suis intouchable. Mais même les étoiles se blé désormais détourner le regard de lui. Ce que Gattori ignorait, ce qu'il ne pouvait même pas imaginer, c'était qu'il serait assis derrière le banc du juge lorsque son affaire serait entendue. Il ignorait que la fille qu'il avait battue, réduite au silence et rejetée comme un déchet, lui ferait bientôt face à nouveau. Non pas comme une victime, mais comme la justice elle-même.
Sa chute avait commencé, et le destin n'en avait pas encore fini avec lui. La salle d'audience était plongée dans un silence tendu, rompu seulement par le léger cliquetis des caméras et le murmure des notes griffonnées par les journalistes. Les murs du tribunal de grande instance de Tandoro, hauts et polis, semblaient retenir leur souffle en attendant ce qui allait se dérouler. Gattori fut escorté à l'intérieur, les mains enchaînées, sa poitrine autrefois fière maintenant voûtée de honte. Il paraissait plus mince, plus âgé, vaincu. Pourtant, une lueur d'arrogance persistait dans son regard jusqu'à ce qu'il lève les yeux, le souffle coupé, le temps sembla s'arrêter. Là, bien au-dessus du sol du tribunal, était assise la juge Zelma dans sa robe noire, digne et calme. Ses yeux, autrefois emplis de douleur, étaient désormais imprégnés de la force d'une tempête. Gattori cligna des yeux, comme pour chasser un fantôme de sa vue. « Zelma » croissa-t-il d'une voix à peine murmurée. Zelma ne sia pas, ne laissa transparaître aucune émotion. Sa voix résonna dans la salle d'audience, claire et puissante. « Monsieur Gattori, ce tribunal ne vous reconnaît ni comme mari ni comme ancien doyen du village. Vous êtes ici aujourd'hui en tant qu'accusé, et dans cette salle d'audience, nous nous soumettons uniquement à la loi. » Une vague de murmures parcourut la salle. Les journalistes se penchèrent en avant, la galerie resta bouche bée. Personne ne s'attendait à cela. Personne n'imaginait que la jeune fille de Kambiri, autrefois impuissante, serait celle qui jugerait l'homme qui avait jadis maîtrisé son destin. Les genoux de Gattori vacillèrent. Il s'agrippa au bord de la table pour garder l'équilibre. Toute sa fierté, son pouvoir passé, sa voix forte avaient disparu. Devant lui se tenait la femme qu'il avait tenté de briser, mais elle s'était relevée, plus haute que tous les murs qu'il avait jamais construits. Les chefs d'accusation furent lus. Agression, violence conjugale, fraude financière, etc. Des témoins se présentèrent, chaque témoignage alourdissant les chaînes déjà enserrées dans son âme. Mais c'est la présence de Zelma qui le bouleversa le plus. Elle était calme, sans être froide, forte, sans être amère. Ses questions étaient acerbes, ses jugements justes. Elle ne cherchait pas la vengeance, elle rendait justice. À un moment donné, Gattori la regarda à nouveau, les lèvres tremblantes. « Je n'aurais jamais cru que tu... » Zelma leva doucement la main. « Ce n'est pas ce que tu pensais qui compte, c'est ce que tu as fait. » Le silence retomba dans la salle d'audience. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait non seulement dans la salle, mais aussi dans le cœur des spectateurs à travers le pays. Pour la première fois de sa vie, Gattori ressentit une véritable peur, non pas celle des poings ou des armes, mais celle de la vérité qui se tenait devant lui sous la forme d'une femme qu'il avait autrefois sous-estimée. Elle n'a pas crié, elle n'a pas juré, elle a simplement laissé la justice s'exprimer. Et à cet instant, le monde a vu à quoi ressemblait le véritable pouvoir. Les procès ont duré 2 longues semaines. Chaque jour apportait de nouvelles voix, des femmes courageuses qui vivaient autrefois dans le silence, se levant aujourd'hui pour partager leur douleur. Une à une, elles sont venues témoigner et ont raconté au tribunal ce que Gattori leur avait fait subir, comment il les avait blessées, manipulées et détruites. Leurs témoignages étaient crus, déchirants, mais nécessaires. Ils ont révélé la vérité sur un homme qui s'était trop longtemps caché derrière la richesse et le pouvoir. Zelma écoutait chaque mot avec une force tranquille. Elle n'élevait jamais la voix. Elle ne laissa pas l'émotion obscurcir son rôle. Même lorsque sa propre déclaration sous serment fut lue à voix haute, détaillant les bleus, les cicatrices, la nuit où elle avait pleuré seule sur un sol froid, son visage resta impassible. Sa douleur était devenue un buis. La salle d'audience était chargée d'émotions. Certains pleuraient, d'autres serraient les poings. Mais Zelma tenait bon. Elle savait que cela la dépassait. C'était pour chaque fille à qui on avait ordonné de se taire, chaque femme accusée, chaque victime à qui on avait refusé justice. Le dernier jour, toute la salle l'attendait tandis qu'elle se levait pour sa plaidoirie finale. Sa voix était douce, mais elle résonnait dans toutes les oreilles de la salle. Certains disent que le pardon est une faiblesse, commença-t-elle. Mais la justice, c'est la force. Je ne suis pas ici pour punir par vengeance. Je suis ici parce que je le dois, parce que le silence lui a donné pouvoir, parce que la vérité nous guérit. Aujourd'hui, je condamne non par colère, mais par devoir. Le silence qui suivit fut épais, comme un souffle que toute la salle d'audience retenait. Puis les mots retentirent, Gattori de Kambiri, vous êtes condamné à 25 ans de prison.
Un halètement emplit la salle. Les journalistes griffonnaient furieusement. Les appareils photo cliquèrent. Le visage de Gaturi s'effondra. Sa fierté vola en éclats. Il ne cria pas. Il n'y protesta pas. Il pleura. Des larmes coulèrent de ses yeux tandis qu'il était emmené enchaîné, les mêmes chaînes qu'il utilisait autrefois pour contrôler les autres, désormais enroulées autour de son propre avenir. Zelma se rassit dans son siège, non pas triomphante, mais paisible. Justice avait été rendue, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient souffert en silence. Elle ne sourit pas, elle ne célébra pas. Mais intérieurement, quelque chose se libéra enfin. À l'extérieur de la salle d'audience, des gens se rassemblèrent, femmes, hommes, anciens et jeunes. Certains applaudissaient, d'autres restaient simplement silencieux, émus par le courage dont ils venaient d'être témoins. Le nom de Zelma commença à se répandre dans tout le pays, non pas comme victime, mais comme guerrière de la vérité. Elle n'avait pas seulement gagné un procès, elle avait changé l'histoire. Lorsque Zelma revint enfin à Kambiri, après des années de lutte pour la justice, le village explosa de joie. L'atmosphère était chargée d'excitation, et les chants des femmes qui sortaient de chez elles s'élevaient comme un chant de liberté. Les filles du village, qui n'avaient autrefois aucun espoir d'avenir au-delà des espérances de leur famille, portaient désormais des robes ornées du nom de Zelma, des robes qui symbolisaient non seulement une victoire, mais aussi un changement dans leur monde. Même les anciens, qui avaient longtemps fermé les yeux sur la souffrance des femmes, inclinaient désormais la tête en signe de respect envers celles qui avaient réécrit leur histoire. Zelma traversait le village, les yeux écarquillés d'émotion, mais le cœur rempli d'une détermination. Elle n'était plus la jeune fille silencieuse et brisée autrefois contrainte au silence. Elle était devenue une force, un symbole vivant de résilience. Elle n'avait pas seulement vaincu un homme, elle avait démantelé un système qui l'opprimait, elle et tant d'autres, depuis des générations. Son retour à Kambiri n'était pas seulement une victoire personnelle. Elle a ouvert un centre d'aide juridique dans le village, un lieu où femmes et enfants pouvaient demander de l'aide sans crainte. Ce lieu est devenu un refuge pour ceux qui n'avaient nulle part où aller. Zelma, avec son esprit vif et son cœur compatissant, a veillé à ce que plus personne à Kambiri n'ait à souffrir en silence. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Consciente de l'importance de l'éducation, Zelma a également financé une école pour filles à Kambiri, une école qui leur apprendrait à lire, à parler, à rêver et à lutter pour leurs droits. Elle voulait que ces filles grandissent en sachant qu'elles avaient du pouvoir et qu'elles avaient des choix. Elle voulait qu'ils sachent que rien, pas même l'homme le plus cruel ou la tradition la plus dure, ne pouvait les arrêter. Elle est devenue plus qu'une simple juge. Elle est devenue une source d'inspiration, un symbole de ce qui peut arriver lorsqu'on s'élève au-dessus des ténèbres et refuse de se laisser définir par elles. La vie de Zelma a prouvé qu'aucune douleur n'est éternelle. Son parcours a montré à tous, à Kambiri et au-delà, que même dans les conditions les plus oppressantes, la force et l'espoir peuvent grandir. Le silence peut parfois paraître pesant, mais au final, ce sont les tempêtes de vérité et de courage qui le brisent. Quant à Gaturi, son destin était déjà scellé. Il passa ses derniers jours dans une cellule poussiéreuse, oublié de ceux qui l'avaient autrefois contrôlé. L'homme qui se croyait intouchable n'était plus qu'une ombre, enseveli sous les décombres de ses propres actions. Personne à Kambiri ne se souvenait de lui avec respect. Il n'était qu'un exemple édifiant. L'histoire de Zelma devint l'hymne du village. C'était un rappel que, quelle que soit l'obscurité de la nuit, l'aube arrive toujours. La justice est peut-être lente, mais elle n'oublie jamais, et la lumière qui suit au chaque pas. Si l'incroyable parcours de force, de résilience et de justice de Zelma vous a inspiré, n'oubliez pas, votre voix compte. Peu importe les difficultés de la vie, aussi sombres que soient les chemins, il y a toujours de l'espoir. L'histoire de Zelma nous rappelle que le silence peut être brisé et que le courage peut surgir de la douleur la plus profonde. Nous avons tous le pouvoir de lutter contre l'injustice, de lutter pour ce qui est juste et de créer un monde meilleur pour ceux qui nous succéderont. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Diffusons un message d'espoir et d'autonomisation, afin qu'ensemble, nous puissions bâtir un monde meilleur pour tous. Aimez cette vidéo si vous croyez au pouvoir de la résilience et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres témoignages touchants de force, de courage et de transformation. Merci d'avoir suivi et soutenu cette aventure. Votre soutien est précieux pour nous,
Et nous sommes reconnaissants de vous avoir à nos côtés sur ce chemin incroyable. Continuez à vous battre, continuez à rêver et n'oubliez pas que votre histoire ne fait que commencer. Ensemble, nous pouvons créer le changement. Merci encore et à bientôt pour le prochain article.